Je le représenterai. Toutes les têtes dans la salle d'audience se tournèrent d'un seul coup. Tous les regards se posèrent sur la voix tranchante, inébranlable et totalement inattendue. Une jeune femme noire se tenait au fond de la salle d'audience. Son tablier était encore noué autour de sa taille. La sueur brillait sur son front. Elle serrait un dossier usé contre sa poitrine. Certains rirent, d'autres ricanèrent. Quelques-uns sortirent de leur téléphone pour enregistrer. « Qui est-ce » chuchota quelqu'un. « Probablement la femme de ménage. Et après, quoi ? Le concierge qui prend la place du juge. » Des rires parcoururent la salle, mais Elara Vance ne broncha pas. À 28 ans, elle avait eu sa part de condescendance, mais jamais elle n'avait ressenti cette piqûre aussi vivement qu'à cet instant. Debout devant l'élite juridique de Manhattan, dans une salle d'audience construite pour maintenir les femmes comme elle à l'extérieur. Le juge cligna des yeux, visiblement pris au dépourvu. « Excusez-moi, mademoiselle, qui êtes-vous » ? « Elara Vance, votre honneur. » Sa voix résonnant avec une clarté qu'elle ne ressentait pas. « Je souhaite me présenter comme conseil temporaire pour Monsieur Julian Croft. » Ce nom suffit à susciter de nouveaux murmures. Julian Croft, le milliardaire charismatique et calculateur du secteur de la technologie, faisait maintenant l'objet d'une enquête fédérale pour fraude contractuelle et malversation financière totalisant plus de 30 millions de dollars. Son équipe juridique venait de disparaître, littéralement. Son avocat grassement payé, après des mois de préparation avant le procès, ne s'était pas présenté le premier jour de l'audience. La rumeur disait qu'il avait fui le pays. Julien, assis à côté de la chaise vide de la défense, se tourna et fixa Elara avec un air incrédule. « Vous, gronda-t-il, vous devriez être à la maison à récurer les sols, pas à vous déguiser dans une salle d'audience. » Des rires éclatèrent de nouveau. Quelqu'un près de l'allée marmonna « Elle est audacieuse » de se présenter avec une serpillière et des ambitions juridiques. Mais Elara ne recula pas. Elle prit une profonde inspiration et s'avança. « J'ai étudié chaque page de cette affaire, chaque contrat, chaque relevé financier, chaque témoignage. Je connais cette affaire mieux que quiconque dans cette salle. » Le juge haussa un sourcil. « Mademoiselle Vance, êtes-vous une avocate agréée ?»« Non, votre honneur, j'ai fréquenté Columbia, mais j'ai abandonné après ma 2e année en raison d'une crise financière familiale. Depuis, j'ai travaillé comme femme de ménage pour rembourser les dettes de ma famille. Mais je n'ai jamais cessé d'étudier. J'ai suivi des affaires devant les tribunaux fédéraux. J'ai passé les 3 dernières années à éplucher les décisions en matière de criminalité en col blanc. Cette affaire en particulier, je la connais par cœur. » La salle d'audience se tut. Même la procureure, Isabelle Sterling, une grande femme blonde dans un tailleur bleu marine impeccable, pencha la tête avec une curiosité non dissimulée. « Objection, dit-elle. C'est très irrégulier et insultant pour le système judiciaire. » Le juge leva une main. « Notez. Mais comme l'avocat de M. Croft ne s'est pas présenté, et s'il accepte que mademoiselle Vance parle en son nom pour cette audience préliminaire, je le permettrai sous stricte supervision. » Julien avait l'air d'avoir avalé du vinaigre. « Vous voulez que je laisse une femme de ménage me représenter devant un tribunal fédéral ?» murmura-t-il. Elara se pencha vers lui. « Je n'ai peut-être pas de licence, monsieur Croft, mais je sais comment ils vous tendent un piège. Et en ce moment, je suis la seule personne dans cette salle qui n'essaie pas de vous enterrer. » Il la fixa, respirant fortement. Puis, avec un grognement frustré, il agita la main avec désinvolture. « Très bien, faites de votre pire. » Elara hocha la tête et se dirigea vers la table de la défense, chaque pas délibéré. Elle posa le dossier usé sur le bureau, l'ouvrit avec soin. À l'intérieur se trouvaient des notes manuscrites
des citations croisées de vraies affaires, des onglets à code couleur et des impressions de contrat, les mêmes que ceux qu'Isabelle Sterling prévoyait d'utiliser pour le démolir. Isabelle se pencha en arrière, un sourire narquois aux lèvres. « J'espère que vous avez apporté plus que des surligneurs et des listes de courses. » Et Lara leva les yeux vers elle. « J'ai apporté la logique et les reçus. » Des murmures parcoururent la salle. Le juge s'éclaircit la gorge. « Continuez, mademoiselle Vance. » Elle se leva, tenant une page devant elle. Le 12 mars de l'année dernière, la société de M. Croft a été approchée pour réviser son accord de co-entreprise avec Alter Holdings. Cette révision, que mademoiselle Sterling prétend que M. Croft a falsifiée, a été signée électroniquement à partir d'une adresse IP basée à Zurich. Cependant, les termes originaux, elle leva un paragraphe surligné, étaient toujours valides en vertu du dépôt initial auprès de la SEC daté de 2 semaines auparavant. Ce qui signifie que si quelqu'un a commis une falsification, c'est le plaignant. Le sourire d'Isabelle s'effaça, et Lara continua, la voix stable, projetant clairement. La galerie, qui avait ricané quelques instants auparavant, se penchait maintenant en avant. Ces mots avaient le poids de quelque chose de plus rare que l'expertise, la conviction. Elle avait passé l'année dernière à lire secrètement des litiges économiques pendant ses pauses tardives. Elle avait lu des transcriptions jusqu'à ce que ses yeux brûlent, pris des notes pendant des podcasts d'analystes juridiques, s'était même envoyé des documents à elle-même pour constituer un dossier au cas où elle aurait un jour la chance de parler. Aujourd'hui était cette chance. Le juge tapota son stylo. C'est convaincant. Nous allons ajourner jusqu'à demain pour examiner les preuves et déterminer si d'autres mesures sont justifiées. Mademoiselle Vance, vous pourrez revenir alors, en attendant l'examen. Et Lara s'inclina légèrement. Merci, votre honneur. Alors qu'elle reculait, le cœur battant, elle pouvait sentir leurs yeux sur elle, leurs certitudes ébranlées. Julian Croft resta assis, les lèvres serrées, silencieux. Mais pour la première fois ce jour-là, il n'avait pas l'air seul. Il y avait quelque chose dans la façon dont la clause de co-entreprise révisée avait été formulée. Elle utilisait une terminologie juridique qui ne correspondait pas au contrat précédent de Julian. Cela semblait presque étranger. Elle nota « comparer la formulation d'Alter avec les anciens partenaires ». Un bourdonnement sur son téléphone la fit sursauter. Numéro inconnu. « Vous avez fait quelque chose aujourd'hui », dit une voix basse et amusée. Je ne m'attendais pas à ce que la femme de ménage bouleverse la salle d'audience. Et Lara se figea. Qui est à l'appareil? Disons simplement que quelqu'un dans cette salle d'audience a plus à perdre que vous ne le pensez. Vous provoquez un ours, Lara. Faites attention où vous mettez le bâton. L'appel se termina. Monsieur Croft, quelqu'un vous tend un piège. Cette révision de contrat, elle était trop propre. Et vous l'avez signée à distance. J'étais à Davos cette semaine-là. Conférence sur la blockchain. J'ai signé des documents en déplacement. C'est une pratique courante. Vous souvenez-vous d'avoir ouvert ce fichier exact? Il hésita. Non. Mon assistant, Marcus, prépare généralement les documents. Je jette juste un coup d'œil et je clique. Les sourcils d'Elara se froncèrent. Où est Marcus maintenant? Il a démissionné le mois dernier. Il a dit qu'il avait besoin d'une pause à cause de la pression. Ou peut-être qu'il avait besoin de distance. Julian croisa les bras. Vous insinuez que Marcus a falsifié ma signature. Je dis que quelqu'un a utilisé votre confiance pour manipuler ces documents. Et je pense que ça a commencé avec Marcus. Elle prit une photo du bureau pour référence, puis se tourna pour partir, mais pas avant de remarquer un dossier laissé sur le sol près du bureau. À l'intérieur, il y avait 3 copies d'un projet de contrat, identiques à ceux de l'affaire judiciaire, mais 2 avaient des pieds de pages de métadonnées différents. L'un indiquait Zurich, l'autre New Jersey. Elle le serra fort, déglutissant difficilement. Ils se disputèrent sur l'origine du contrat.
et Lara présenta les métadonnées différentes. Isabelle s'opposa, mais le juge autorisa l'examen. Puis Elara sortit la comparaison des clauses modifiées. Votre honneur, la clause qui est censée impliquer mon client est formulée dans un dialecte juridique typique des entreprises européennes, pas dans le langage contractuel américain. Les contrats précédents de mon client suivent toutes les normes américaines. Le changement de formulation indique un projet fantôme venant de l'étranger. Il est fort probable qu'il ait été inséré par quelqu'un d'autre. Elle prit une gorgée puis s'arrêta. Il y avait quelque chose sous son pied. Elle se pencha et trouva une petite enveloppe déchirée. Elle n'avait pas de nom, juste le logo en relief d'Alter Holdings. Son pouls s'accéléra. Elle emporta l'enveloppe dans son minuscule appartement en sous-sol et l'ouvrit avec soin. À l'intérieur se trouvait une seule feuille froissée et tachée, une note de service interne d'Alter, datée de 6 mois avant le procès. Elle traitait d'un réalignement stratégique potentiel avec la société de Julian Croft et faisait référence à une voie juridique de renégociation si M. Croft résistait à des conditions favorables. Un frisson lui parcourut l'échine. Pression juridique stratégique même avant les révisions de contrat. Elara fixa le papier. Il ne s'agissait pas seulement de fraude. Il s'agissait d'une manipulation préméditée. Elle plaça la note de service dans une pochette en plastique et la rangea dans son dossier d'affaires en pleine croissance. Puis elle sortit son cahier et griffonna des noms. Membre du conseil d'administration d'Alter, représentant juridique associé connu. Elle souligna un nom, Étienne Dubois, ancien associé d'une société de capital investissement, maintenant avocat général chez Alter. Son nom était apparu dans plusieurs emails qu'elle avait vus lors des examens de documents judiciaires. Le lendemain matin, elle appela un ancien camarade de classe de Columbia, Léo Martinez, qui travaillait maintenant pour un petit journal d'investigation tenace dans le Queens. « Léo, j'ai besoin d'une faveur discrète, rapide et strictement non officielle. » Autour d'un café tiède et d'une assiette de frites partagées, il fit glisser un dossier sur la table. Dubois a des liens avec une société offshore spécialisée dans le levier contractuel. Un langage juridique qui signifie qu'il crée de faux points de pression pour forcer la renégociation. Ils ont été impliqués dans 2 affaires de dénonciation, toutes 2 scellées. Les yeux d'Elara s'écarquillèrent. Alors, il fabrique des tensions juridiques. C'est l'idée. Et devinez quoi? L'un des dénonciateurs a été retrouvé mort 6 mois après le règlement, classé comme un accident. Pas d'autopsie. Elara ferma les yeux. Mon Dieu, êtes-vous sûr de vouloir continuer avec ça? Elle hocha la tête. Je n'ai pas le luxe de reculer, pas quand il jouait avec la vie des gens. Mais coincée entre les pages de la semaine du 10 avril se trouvait une note autocollante avec 2 mots griffonnés à l'encre rouge. Paquet Zurich, et en dessous, un code à 4 chiffres. 913. Elara le fixa, le cœur battant. C'était la même semaine que le contrat avait été signé à distance depuis Zurich. Cela pourrait-il être un coffre-fort, un dossier de coursier? Elle n'en était pas encore sûre, mais c'était un indice, un vrai. Elle entra, ses bottes résonnant doucement sur le sol en béton. La femme à la réception leva à peine les yeux quand Elara s'approcha. « Accès au casier ?» demanda la femme en mâchant du chewing-gum. Elara hocha la tête et fit glisser le code 913 sur une note autocollante. « Je suis ici pour récupérer au nom d'un ancien employé. » À l'intérieur se trouvait une enveloppe mince et scellée en manille. Pas d'étiquette, pas de nom, juste un seau de cire rouge avec la lettre L pressée au centre. L Dubois. Elle la glissa dans son manteau et partit, les nerfs à vif. De retour dans son appartement, elle s'assit à sa table et ouvrit l'enveloppe avec soin,
retenant son souffle comme si elle allait exploser. À l'intérieur se trouvait une clé USB et une note de service imprimée. La note de service était adressée à conseil interne uniquement et portait le tampon confidentiel. Et Lara scanna le texte, son estomac se retournant. Elle venait d'Étienne Dubois au conseil exécutif d'Alter Holdings. La note de service décrivait des recommandations d'architecture juridique pour réaliser une acquisition hostile de contrats, y compris des exemples de modification de clauses, des directives pour établir des pistes de signature à distance via le routage VPN, et un langage suggérant, je cite, « Si une résistance se produit, pousser une action juridique sous prétexte de fausses déclarations ». Ses mains tremblèrent. La clé USB contenait des feuilles de calcul, plusieurs étiquetées avec des dates et des codes de projet de Walker Enterprises. Elle ouvrit un fichier marqué « Prévision négociation Alter Tour 3 ». Il incluait une ligne « Valeur projetée du levier du litige ». 23,4 millions de dollars. Ils avaient budgétisé le procès. Elle les fouilla rapidement et se figea devant l'un d'eux, un reçu faiblement imprimé pour un virement bancaire vers une banque suisse, daté d'1 semaine avant le dépôt de la plainte. Bénéficiaire, Lial Investments, Zurich. Ses doigts tracèrent le numéro. Elle prit une photo, plia l'original et le mit dans sa poche. De retour à l'extérieur, une voiture noire élégante roula à côté d'elle. La vitre arrière glissa vers le bas. À l'intérieur se trouvait un homme qu'elle ne reconnaissait pas, début de la quarantaine, costume sur mesure, yeux bleus pâles, qui ne clignaient pas beaucoup. Mademoiselle Vance. Elle recula instinctivement. Qui demande ? Je suis un représentant. Notre cabinet croit que ça est allé assez loin. Vous êtes une femme intelligente. Vous savez comment ça marche. Vous me menacez. Pas du tout. Je vous donne des options. Arrêtez maintenant et personne ne sera blessé. Partez. Vous avez fait valoir votre point de vue. Et Lara le fixa, le cœur battant. Dites à vos gens que la seule façon pour moi de partir est par la grande porte de ce tribunal, la vérité à la main. Il ne broncha pas. La vérité, dit-il doucement, peut être chère. Heureusement que je suis déjà fauché. La fenêtre se referma, la voiture s'éloigna. Je l'ai laissé s'asseoir à toutes les réunions du conseil d'administration. Je pensais qu'il était loyal. La loyauté construite sur le silence n'est pas de la loyauté, c'est un levier. Il leva les yeux vers elle. Vous pensez qu'on peut gagner ça ? Elle hocha la tête. Si on reste 3 pas en avant, si on reste bruyant, et si on leur rend impossible d'effacer ce qu'on a trouvé. Assise dans son appartement avec ses notes, Lara pensa à son père, l'homme qui l'avait élevé avec des discours de Malcolm X et des parties d'échecs sur une table de jeu branlante dans le Bronx. Il était mort trop tôt pour la voir diplômée, trop tôt pour la voir se battre comme ça, mais elle pouvait presque entendre sa voix dans le silence. « Ne les laisse pas oublier ton nom, ma petite. Fais-leur se souvenir de qui s'est levé quand personne d'autre ne le faisait. » Elle ouvrit son ordinateur portable, fixa la lueur de l'écran et chuchota dans l'obscurité. « Je ne recule pas. Nous allons commencer par les nouvelles preuves soumises par la défense, » dit le juge. « Mademoiselle Vance. » Et Lara se leva. « Votre honneur, nous présentons la pièce à conviction D. Un email de M. Dubois daté de 2 mois avant le dépôt de la plainte, dans lequel il expose une stratégie de pression par des manœuvres juridiques visant à déstabiliser les avoirs de M. Croft et à forcer une renégociation des actifs clés. Puis vint la voix du juge, claire et définitive. Compte tenu du poids des preuves, de la crédibilité des témoins et du défaut du plaignant de contester ses conclusions de manière significative, je rejette la plainte dans son intégralité. De plus, je transmets ces documents au bureau du procureur des États-Unis pour d'éventuelles poursuites en vertu des lois fédérales sur la fraude. L'audience est levée. Lorsqu'on lui demanda de commenter, elle dit simplement « La vérité est lente,
mais elle ne cesse jamais de marcher. Julien se tenait à ses côtés, silencieux un instant, puis ajouta « Cette femme ne m'a pas seulement défendu, elle a défendu chaque travailleur qui s'est fait piétiner et à qui on a dit de s'estimer heureux. Je m'attends sans cesse à ce que tout s'écroule, dit-il alors qu'ils étaient assis devant 2 bols de chaudrée de palourdes, comme si quelqu'un allait frapper à la porte et me dire que tout cela était un rêve. Ce n'était pas un rêve, répondit Elara. Les rêves ne laissent pas des bleus comme ça. Vous n'avez jamais été le méchant, mais vous étiez aveugle. Et le système comptait sur ça. Il hocha la tête. Je ne cesserai plus jamais d'être attentif. La justice, dit-elle, ne se produit pas dans les halls de marbre. Elle commence dans les salles de courrier, dans les cuisines, dans les placards des concierges. Elle commence quand quelqu'un dit « Non, ce n'est pas juste », même si personne d'autre n'écoute. Et parfois, elle se termine par des gens au pouvoir qui perdent leur confort pour que la vérité puisse respirer. Le classeur, celui qu'elle avait porté à travers tout cela, était maintenant fermé, mais elle ne le rangea pas encore. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un nouveau document, l'initiative pour la justice du peuple. Son objectif n'était pas de devenir associé dans un cabinet, il était de créer quelque chose d'accessible, une fondation où les travailleurs ordinaires, les employés sous-payés et les lanceurs d'alerte pourraient rechercher des conseils juridiques sans crainte des prix ou des représailles. Parce que la justice, elle le savait, ne devrait jamais dépendre de la taille de votre portefeuille ou de l'éclat de vos chaussures. Elara se tenait devant, non pas dans le box des accusés, pas à la barre des témoins, mais derrière un pupitre portant une modeste plaque. L'initiative pour la justice du peuple. Accès juridique gratuit pour chaque travailleur. La justice n'est pas un acte unique, dit-elle. C'est un choix quotidien, un combat qui ne se termine pas dans la salle d'audience. Il commence là et il continue ici, dans des salles comme celle-ci, avec des gens comme nous. Pendant qu'elle tapait, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Sa poitrine se serra un instant, puis elle répondit. Et la avance. Une pause, puis la voix d'une femme, douce, hésitante. « Bonjour, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Cassandra. Je nettoie des bureaux à Midtown. La semaine dernière, j'ai trouvé quelque chose que je n'étais pas censé voir. Ils m'ont dit de l'oublier, mais je ne peux pas. Je ne sais pas quoi faire. » Elara sourit doucement. « Vous avez bien fait d'appeler. Vous n'êtes pas seul. » Silence sur la ligne, puis un sanglot, puis « merci ». Elara regarda par la fenêtre la ville qu'elle avait autrefois cru ne l'écouterait jamais, et maintenant elle l'appelait. Elle se pencha en arrière sur sa chaise et murmura « Recommençons ». Parce que la justice n'était pas seulement une bataille, c'était un héritage, et le sien ne faisait que commencer.